Pour le panel de cet après-midi, le sujet commence par dire qu'il faut s'opposer à l'hypocrisie et à la vision non réaliste du sommet climatique qui aura lieu à Paris cette année. C'est une question très importante. C'est important parce que l'intention de ce sommet sur le climat est d'imposer un contrôle global sur la capacité des nations à émettre du dioxyde de carbone. Mais le carbone, ça veut dire de l'énergie, ça veut dire de l'eau propre, de l'eau fraîche, de l'eau douce. Ça veut dire le transport, l'électricité. Ça veut dire la réfrigération, et ainsi de suite. C'est une question de vie ou de mort pour des milliards d'êtres humains sur cette planète. Donc c'est une question très importante. Et pour les intervenants qui passeront après moi, ils vous donneront des arguments très clairs, justement sur la fausse crise du soi-disant homme qui créerait la fraude du réchauffement climatique. Mais je vais commencer par insister sur les motivations idéologiques derrière ces revendications ridicules que l'homme a un impact sur le climat. Parce que ce n'est pas simplement une question climatique, c'est une vision idéologique de la nature même de l'espèce humaine. Qu'est-ce que l'humanité? Quel est le but de l'humanité? Ça, c'est les questions que je vais discuter aujourd'hui. Donc on va commencer from the top, du haut. Donc je voudrais regarder ces revendications sur le fait que l'homme créerait une crise dans le changement climatique du point de vue justement de la vision oligarchique, de l'idéologie oligarchique de l'Empire britannique. C'est la croyance que la majorité de l'humanité est un cancer de cette planète. La croyance que l'humanité n'est qu'une espèce animale, mais qui a dépassé ses limites et doit être contrôlée avec un programme de réduction massive de la population. Je ne suis pas en train d'exagérer en disant ça. C'est l'idéologie, la politique pratiquée par la famille royale britannique et les institutions de l'impérialisme britannique. Pour citer un seul exemple, les proches de la famille de la reine Elisabeth II, le prince Philippe, que vous connaissez, a exprimé publiquement à plusieurs reprises sa position sur ce sujet. En décembre 1981, dans un interview dans un journal qui s'appelle People Magazine, il dit « Qu'est-ce que vous considérez comme la plus grande menace pour l'environnement ?» Et le prince Philippe a répondu, vous avez la citation devant les yeux, « La croissance de la population humaine est peut-être la seule plus grande menace à long terme pour l'humanité. Nous sommes dans un désastre majeur si rien n'est fait. Pas pour le monde naturel, mais pour le monde humain également. Plus il y a de gens, plus ils consomment de ressources. Plus ils créent de populations et plus il y aura de guerres et de combats. On n'a pas d'option. Si on ne contrôle pas ça de manière volontaire, ce sera contrôlé de manière involontaire par une augmentation des famines, des maladies, des épidémies et de la guerre. Et la personne qui faisait l'interview, il dit « Mais donnez-moi un exemple concret » et le prince Philippe a répondu « J'étais au Sri Lanka récemment, où il y avait un projet des Nations Unies qui avait mis en place un programme en 1940 pour éradiquer la malaria. Donc c'est une île, donc c'était facile de détruire les moustiques et donc de contrôler la maladie. Mais ce que les gens n'avaient pas réalisé, c'est que la malaria contrôlait la croissance de la population. Les conséquences de ce projet des Nations Unies, c'est qu'en 20 ans, la population a doublé. Et maintenant, ils doivent trouver quelque chose pour que les gens aient du travail et trouver aussi à les nourrir. Voilà ce qu'a répondu le prince Philippe. Donc plutôt que d'être heureux des millions de vies humaines qui avaient été sauvées et qui souffraient des effets horribles et de la souffrance et la mort de la malaria, le prince Philippe s'est lamenté parce que l'éradication de la maladie avait augmenté la croissance de la population.
Et je continue avec le prince Philippe qui a fait des déclarations infâmes dans une préface d'un livre qui s'appelle « Si j'étais un animal » en 1986. Et le prince Philippe dit dans cette préface, « Je me demande si j'étais réincarné en animal, quelle espèce qui est réduite aujourd'hui en nombre à cause de l'espèce humaine et qui est menacée d'extinction, quel serait son sentiment vis-à-vis de l'espèce humaine qui a explosé et qui lui a refusé le droit de vivre à elle. Et je dois confesser que je suis très tenté, très tenté à demander à être réincarné en virus particulièrement mortel. Et il a répété ça 2 ans plus tard, en 1988, dans un grand journal allemand. Il a dit, je le cite, « Au cas où je serais réincarné, je voudrais retourner sur Terre en tant que virus mortel pour contribuer d'une manière considérable pour régler le problème de la surpopulation. » Et le prince Philippe, vous savez, c'est pas un monarque consanguin qui fait des déclarations stupides. Il est très influent et très actif en travaillant avec des gens au niveau international pour partager des vues similaires. Ils ont dit que leur politique explicitement est de réduire la population mondiale à 1 ou 2 milliards d'êtres humains. Et Philippe a été l'architecte, en fait, dans la création de l'écologie moderne, dans les années 1960. Il a fait ça en collaboration étroite avec un ancien membre SS nazi, qui est décédé, le prince Bernard des Pays-Bas, et avec le plus grand des eugénistes de l'époque, Julian Huxley, un mec qui continuait à promouvoir l'eugénisme après la Seconde Guerre mondiale, et qui était président de la Société des eugénistes britanniques de 1959 à 1962. Et c'est eux qui ont créé le WWF et travaillé ensemble pour financer le mouvement en collaboration avec les grands cartels anglo-hollandais et les institutions bancaires. Et ils ont promu justement que c'est l'homme qui change le climat et qui crée cette crise aujourd'hui. Et ils ont donné des arguments pour une dépopulation massive, que c'était la seule manière pour faire face à ce problème. Et plus récemment encore, à travers des organisations comme le Optimum Population Trust, qu'on appelle le Fonds pour l'optimisation de la population. Bon, ça, c'est simplement une brève esquisse, et on pourrait dire beaucoup plus. Et je vous renvoie au matériel, le travail qu'a fait M. Larouche avec sa revue aux États-Unis, et en particulier un rapport dans les années 90 sur la chute à venir de la maison des Windsor. Mais je voulais quand même vous donner un avant-goût de l'idéologie qu'il y a derrière cette idée de la terreur du changement climatique. Une autre indication de ça, je voudrais quand même rappeler que la reine Elisabeth s'est prononcée très fortement en 2009, justement au moment du sommet, rappelez-vous en 2009, au sommet climatique de Copenhague. Elle avait utilisé cette occasion justement de la réunion de tous les chefs d'État du Commonwealth britannique pour appeler tous les pays du Commonwealth pour exercer son pouvoir politique et supporter les décisions du sommet climatique de Copenhague. Et à ce moment-là, cette action par la reine d'Angleterre a été dénoncée par un lord anglais, Lord Christopher Monckton, parce que c'était une violation flagrante du droit de parole, en fait, de la reine d'Angleterre, qui ne doit pas intervenir dans ce type d'affaires politiques. Normalement, la reine agit derrière la scène. Mais dans ce cas présent, elle s'est sentie suffisamment en position pour rendre ses déclarations publiques et pousser cette question sur le sommet du climat. Donc on a cette vision oligarchique de l'humanité comme une peste de la planète. Et ceux qui soutiennent cette vision utilisent la terreur du changement climatique pour promouvoir leur idéologie. On ne peut pas séparer la science de l'idéologie. Et ces gens ont une vision idéologique, un agenda d'abord. Et après, ils écrèment la science dans leur idéologie. Donc ce sommet sur le climat à Paris cet hiver va être une bataille fondamentale, justement, dans le contexte d'un combat plus large, sur la question de la compréhension de la nature de l'humanité. Est-ce que l'humanité
n'est qu'une bête, un animal, qui dépasse les limites. Une autre espèce animale qui doit être mise en troupeau et menée à l'abattoir, comme le prince Philippe l'a publiquement demandé. Ou l'humanité est-elle quelque chose de différent? Pour parler de cette question fondamentale que je viens de poser, on va prendre un exemple et examiner les caractéristiques de l'espèce humaine. Et je vais justement utiliser l'exemple de l'eau fraîche, de l'eau source, de l'eau douce, comme un cas d'école. Cela va un peu chevaucher la question du climat, mais je vais me concentrer exclusivement sur les ressources en eau. Toutes les espèces animales sont limitées par des caractéristiques écologiques. Si on regarde le travail de Vladimir Vernadsky, par exemple, on peut utiliser ces caractéristiques écologiques pour définir une espèce dans son caractère particulier. Ça veut dire, par exemple, des capacités de déplacement fixes, des niveaux de population limités pour cette espèce, qui sont limités justement par les ressources disponibles, limitées dans l'environnement où elle évolue, avec d'autres facteurs évidemment. Et cette espèce animale ne peut pas agir pour changer justement ses propres caractéristiques écologiques. Mais est-ce la même chose pour l'humanité? C'est la question centrale. On dit qu'il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui n'ont plus suffisamment de ressources en eau douce. Ça affecte des milliards de gens. Aux États-Unis, c'est clair aujourd'hui dans l'État de la Californie. Vous voyez ici les dernières unes des journaux aux États-Unis. Le New York Times, par exemple, a écrit « La sécheresse en Californie défie l'histoire de la croissance sans fin. Une sécheresse punitive nous force à reconsidérer si une croissance sans entrave que nous avons appliquée comme moteur de notre économie et de notre État n'a pas atteint les limites de la nature. » Le journal La Sacramento Bee, la croissance de la population dans l'État, on attend à ce qu'elle dépasse les capacités de gestion des eaux dans les années à venir. Sur une radio très populaire, la croissance de la population entrave les efforts de conservation des ressources en eau douce. Donc, même le gouverneur actuel de Californie, il a dit « On a atteint nos limites à la croissance. » La population a dépassé ses capacités de développement. Est-ce que c'est vrai? Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont impliqués justement dans les capacités justement de définir un potentiel de population maximum. Et c'est la question de l'eau qui peut déterminer un de ces facteurs. La plupart des ressources en eau qui sont utilisées aujourd'hui au niveau global sont basées sur une seule catégorie d'interaction dans le cycle de l'eau, qui est de gérer les eaux qui tombent sur les terres, sur la Terre, les précipitations. Et est-ce que cela est une limite finie? Et est-ce qu'il y a certaines limitations? C'est vrai. Mais on sait que l'homme n'est pas limité par ses limites. On peut développer des nouveaux cycles de l'eau. Avec le dessalement, par exemple, on peut produire de l'eau douce directement depuis les océans. Et ça, c'est quoi? C'est une extension des limites précédentes, où l'on prend quelque chose qui n'était pas considéré comme une, qui n'était même pas considéré comme une ressource, et on la transforme en nouvelle ressource. Et on en fait une nouvelle ressource. Qu'est-ce qui change finalement? Les conditions naturelles de l'environnement ne changent pas, la nature ne change pas, mais c'est l'humanité qui change ses caractéristiques écologiques par son comportement, qui donne justement une transformation autogénérée de ses caractéristiques écologiques. Et aucune espèce animale aujourd'hui ne peut faire ça. Mais continuons encore. Un exemple plus avancé qui concerne cette question de l'eau en tant que cas d'école. On peut aussi augmenter et même aujourd'hui contrôler la pluie, les précipitations
et certains aspects du climat. Now, in this case, I'm not referring Et je ne parle pas d'aller planter des nuages dans un champ ici ou là. Mais les systèmes de ionisation depuis le sol terrestre peuvent accélérer justement le taux de condensation et de précipitation de la vapeur d'eau atmosphérique. Et aujourd'hui, vous voyez, simplement 10% de l'eau qui évapore depuis les océans tombe sur Terre. Le reste retombe dans l'océan. Et la fraction qui justement retombe sur Terre n'est même pas est répartie inégalement en fait dans les endroits et dans le temps. Donc, mais avec le système d'ionisation basé sur Terre, on peut commencer à changer ça. Pourquoi on peut changer ça? On peut influencer les flux d'humidité atmosphérique, augmenter les précipitations et étendre les ressources disponibles d'eau douce. Donc si on regarde ce que cela veut dire, c'est unique en fait pour l'espèce humaine. Et ça nous montre encore une fois que l'humanité peut agir pour redéfinir, pour définir ce qui est une ressource naturelle et créer des caractéristiques écologiques nouvelles et des limites nouvelles pour notre espèce. Par cette activité, l'humanité démontre sa capacité absente chez toute autre espèce animale connue. Les caractéristiques comportementales des autres espèces animales sont fixes. Ils ne changent pas fondamentalement leur relation à la nature. L'humanité peut, elle, changer son comportement, et elle le fait en agissant sur les découvertes de ce que nous appelons les principes physiques universels, autorisant l'humanité à agir sur ces processus qui sont en dehors du domaine des expériences animales, en dehors du domaine des perceptions sensorielles ou de l'expérience sensuelle. Et en faisant cela, permet à l'humanité de se recréer elle-même à une espèce d'ordre supérieur, avec des nouvelles caractéristiques écologiques. Donc ça pose des questions extrêmement intéressantes. Pour cette question de l'eau, comment ça s'exprime? Comment on regarde pour fournir de l'eau, les ressources en eau qui sont nécessaires en utilisant le climat, des systèmes de contrôle du climat? Quel est le principe supérieur sur lequel nous pouvons agir et qui nous permettra pour redéfinir nos caractéristiques écologiques? La question est la suivante. La réponse est la suivante. En comprenant les principes galactiques d'ordre supérieur qui transcendent notre système solaire, la Terre et les processus qui s'y développent. Donc pour comprendre cela, je vais vous montrer quelques exemples. On a les enregistrements des changements à long terme dans l'activité des cycles de l'eau et les changements dans le climat plus général qui sont associés à ces changements à long terme dans le climat, en fonction de la quantité d'influence galactique que notre planète expérimente. Par exemple, sur ce graphique, vous voyez, vous avez les changements dans le climat qui sont mesurés par des changements dans la glaciation, justement, et les flux de débris de banquise dans l'océan Atlantique du Nord. Et ça correspond vraiment très proche, justement en fonction des quantités des radiations cosmiques galactiques qui atteignent la Terre. Et dans cette étude, vous pouvez le voir, on voit une relation très proche, justement sur les 12 000 dernières années. Ça va de 0 à 12, qui représente 12 000 ans. Et l'étude suivante montre une très proche correspondance entre justement les changements dans les précipitations dans la péninsule arabique, qui correspond également justement avec les changements dans la quantité de radiation cosmique galactique qui touche la Terre, mesurée entre 9500 ans et 6500 ans, comme vous pouvez le voir dans le graphique du haut. Il y a beaucoup d'études qui montrent ça, en fait.
Mais dans ces cas précis, ce qu'on peut voir, c'est que les changements dans le climat dans le changement du cycle de l'eau sur Terre sont associés en fait avec les changements, ce qu'on peut appeler dans l'influence galactique. Donc, dans cette échelle de temps, ces deux études dont vous avez été témoin ici montrent les variations, les effets finalement, des variations de l'intensité de l'activité du Soleil, notre étoile, puisque les champs magnétiques du Soleil agissent justement et régule justement la quantité des radiations cosmiques galactiques qui atteignent notre planète. Mais si on prend des échelles de temps plus larges, on voit un processus encore différent. On voit des changements climatiques beaucoup plus grands qui sont associés justement au fait que le système solaire se déplace justement dans des environnements galactiques différents depuis plusieurs centaines de millions d'années. C'est des centaines de millions d'années dans lesquelles notre système solaire se déplace dans la galaxie. Dans cet exemple que vous voyez, c'est un chercheur israélo-américain qui s'appelle Nir Shaviv, montre les passages justement de notre système solaire à travers les bras spiraux de notre galaxie et qui correspondent exactement avec des périodes de glaciation majeure sur la Terre et des périodes de refroidissement majeures sur Terre. Vous voyez la correspondance. Une autre étude du même chercheur israélo-américain Nir Shaviv montre les variations de température qui correspondent également avec justement le déplacement de notre système solaire au-dessus et en dessous du plan galactique, ce qu'on appelle le plan galactique. Vous voyez sur la photo d'en haut le plan de la galaxie et le système solaire se déplace parfois au-dessus, parfois au-dessous. Et Vance Mark, un grand scientifique, et il a montré que le climat galactique et les variations, justement, et ce qu'on appelle l'ionisation dans l'atmosphère terrestre, sont produits par les radiations cosmiques qui intersectent avec l'atmosphère terrestre. Il a fait l'hypothèse, justement, et des investigations montrant que cette ionisation qu'il y a dans l'atmosphère terrestre, ce processus d'ionisation dans l'atmosphère terrestre, joue un rôle fondamental dans comment les cycles de l'eau sont gérés dans l'atmosphère, sur la formation des nuages, et donc le climat par conséquent. Donc c'est un travail, c'est une découverte fondamentale, parce que ça nous dit que l'atmosphère de la Terre, laquelle nous respirons, dans laquelle nous vivons, nous ici, là, en fait, c'est une atmosphère galactique, et que le climat de la Terre, le climat dans lequel nous vivons et nous dépendons, n'est qu'une variation du climat de notre galaxie. Et donc, notre système solaire qui traverse plusieurs régions différentes de la galaxie transforme les processus sur Terre et justement la Terre ne fait que réagir à cet environnement galactique plus large. Et ça nous donne des informations fondamentales pour comprendre sur la question du cycle de l'eau et des ressources en eau. Mais avant que j'en finisse avec ça, je voudrais rapidement challenger, quelque part défier notre imagination, comment ce système de changement galactique influence d'autres processus sur Terre en général. Donc on voit ici une autre étude. En 2005, il a été montré que le nombre total de différentes espèces vivant sur Terre, comme enregistré justement dans les fossiles depuis 500 millions d'années, avait également certains cycles galactiques. Donc vous voyez l'évolution de la croissance d'espèces sur Terre, les différents cycles dans la biodiversité, à des périodes régulières d'effondrement et de création de nouvelles espèces. Alors je mentionne brièvement, mais ces cycles de biodiversité correspondent avec les mêmes périodes de mouvement de notre système solaire dans les bras spiraux de la galaxie, quand le système solaire passe au-dessus du plan de la galaxie ou en dessous du plan de la galaxie, ce qu'on appelle le plan galactique.
Et des études encore plus récentes ont identifié une périodicité des extinctions de masse sur la planète Terre, puisqu'il y en a eu plusieurs. Et ces masses d'extinction de masse correspondent également à notre système solaire passant dans le disque central de la galaxie. En 2012, une autre étude par Henrik Svensmark, un scientifique danois, a montré les variations justement dans la productivité quelque part globale de la biosphère, comment avec des nouveaux modèles et de comment la biosphère évolue dans les temps très longs en fonction et que ça correspond avec des nouvelles modèles et estimations qu'on a développés avec l'environnement de notre système solaire qui passe près des supernovas. Quand notre système solaire se déplace en fait dans la galaxie, il expérimente différents types d'environnements. Donc c'est des indications très paradoxales que le développement évolutionnaire, l'évolution de la vie sur Terre n'est que l'expression en fait de notre déplacement dans le système galactique. Et même ça exprime l'activité de la géophysique de notre Terre. Si vous regardez par exemple le volcanisme, les taux de sédimentation, tout ça, des études maintenant qui sont autour de ça. On voit des indices partout qui montrent justement que tout ça est relié. Here in this study, it was shown that the 60 million year, one of the cycles in biodiversity. Et en fait, on a dans la biodiversité qu'on voit, on a des cycles de 60 millions d'années. Et ces cycles de 60 millions d'années correspondent quasi similairement avec des processus géophysiques comme les taux de sédimentation sur la planète Terre. Et même si l'auteur de cette publication ne mentionne pas ça, ça correspond aussi également avec le système solaire qui se déplace au-dessus et en dessous du plan galactique. Donc, on voit de plus en plus d'indices qui révèlent ça. Pareil, pour les grandes périodes d'éruption volcanique, qui correspondent également avec le passage de notre système solaire à travers du plan médian du disque galactique. Et j'ai personnellement moi-même, pour m'amuser, dans les périodes de grands volcans, avec ce qui s'est passé aussi sur les périodes de forte activité volcanique sur la Lune. Puisque la Lune est très active d'un point de vue, malgré ce qu'on pense, est très active. Avec toutes les données que j'ai trouvées, et qui sont indiquées ici, les plus trois grands événements volcaniques qui ont lieu et sur Terre correspondent. Et ça nous indique également qu'ils réagissent indifféremment justement à des influences extérieures. Donc, tous ces exemples géophysiques défient notre conception de la Terre et de comment nous vivons sur Terre et avec cet environnement galactique. Donc, il y a plusieurs études, mais j'ai passé brièvement ici. Ça nous pose beaucoup de questions, en fait, mais pas de réponse. Pour une meilleure compréhension de l'évolution de la vie sur Terre, pour une meilleure compréhension des changements climatiques sur Terre, et peut-être même de comment fonctionnent les processus géophysiques de la Terre, on doit comprendre notre relation à l'environnement galactique dans lequel nous vivons. Et il y a aujourd'hui déjà des hypothèses, des essais, des gens qui essayent aujourd'hui ces corrélations, ces relations que nous voyons ici. Et malheureusement, pour des questions de temps, je n'ai pas le temps aujourd'hui ici de présenter tous les détails. Mais toutes ces corrélations sont des indices quelque part qui nous dirige vers une nouvelle ère de la science qui n'a pas encore été découverte. Nous savons déjà quand même qu'il y a des processus dans la galaxie qu'on n'a pas été capable de comprendre pleinement avec notre niveau de science actuel. Par exemple, on a des anomalies gravitationnelles qui sont mesurées, qui fait qu'on se pose des questions sur ce qu'on appelle aujourd'hui des hypothèses sur ce qu'on appelle la matière noire, par exemple. On a
également l'activité d'objets énormissimes au centre de la galaxie, qu'on appelle des trous noirs hypermassifs. Et même nos conceptions de physique mathématique aujourd'hui s'effondrent devant ces choses-là. Et vous voyez toutes ces galaxies, ces super objets gigantesques, ils sont super actifs dans l'univers. Ce n'est pas simplement qu'ils émettent des montants énormissimes d'énergie et de matière. Vous voyez par exemple ici sur l'image, il y a une brillance en fait ça représente des centaines de milliards d'étoiles dans la galaxie. Et on voit également des dynamiques à grande échelle, des structures cohérentes qu'on ne sait même pas expliquer aujourd'hui avec la physique et nos découvertes actuelles. Donc le point, pour aller où? Donc quand on met notre esprit à ce niveau, au niveau de la galaxie, donc notre galaxie, de ce système galactique, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore compris sur les processus, comment ils agissent au niveau galactique, et comment ces processus ne sont que le reflet sur Terre, et comment la Terre n'est que le reflet de ces changements supérieurs. Et c'est, à mon avis, la frontière scientifique pour les générations à venir. Poursuivre cette idée du principe galactique, comme Kepler avait, lui, à son échelle, découvert le principe du système solaire à son époque. Donc on a pu développer notre imagination et réfléchir à des questions et se poser des questions. Je veux revenir sur la question de l'eau et du climat en général. Comment aujourd'hui on peut utiliser ces intuitions dans ces principes galactiques supérieurs? Comme on l'a vu, on voit des indications partout que le climat de la Terre, qui inclut d'ailleurs la gestion du cycle de l'eau sur Terre, est partiellement un produit de l'environnement galactique, de l'atmosphère galactique. Jusqu'à présent, au meilleur de notre compréhension, c'est relié au rôle de, justement, des radiations cosmiques qui viennent de la galaxie, qui sont très, très, très énergétiques et qui contrôlent justement les propriétés de ionisation qu'on trouve dans l'atmosphère terrestre. Et ce qu'on a discuté ici, justement les effets, les variations à long terme sur des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années, on voit aussi cela s'exprimer sur des échelles de temps beaucoup plus courtes, même dans une journée. Dans cette étude que vous pouvez voir ici, on a des fois des chutes dans justement les radiations cosmiques qui arrivent sur la surface dans l'atmosphère terrestre. On appelle ça le déclin de Fort Bush. Et quand vous avez une réduction massive dans justement les effets de la ionisation par la chute des radiations cosmiques, on peut mesurer clairement des changements dans le comportement de l'atmosphère, dans les vapeurs d'eau qui sont dans l'atmosphère et les processus qui sont reliés à la formation des nuages. Donc ça, vous voyez par exemple ici un déclin brutal justement de l'ionisation de notre atmosphère par l'arrivée de rayons cosmiques. Et en un jour, pas des centaines de millions d'années, on voit justement une chute justement des montants d'eau mesurés justement dans les nuages existants. Un déclin en fait de la densité d'aérosols trouvés dans l'atmosphère. Et donc ça descend le niveau de nuages en fait, qui sont des réponses directes, quotidiennes en fait, au changement et à l'environnement galactique directement. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'eau et les ressources en eau? Nous avons aujourd'hui des bonnes évidences qui nous montrent qu'on peut contrôler en fait ces conditions nous-mêmes. Justement, des systèmes d'ionisation artificielle posés sur Terre pour contrôler et augmenter les précipitations et les flux d'eau atmosphérique
ont été aujourd'hui déjà utilisés dans certains pays aujourd'hui pour contrôler l'humidité dans l'atmosphère. Ça a été fait d'ailleurs depuis des années au Mexique, en Israël, en Russie, à Oman, en Australie et dans d'autres pays. Parce qu'en contrôlant les conditions de ionisation de l'atmosphère, on peut accélérer en fait la condensation de la vapeur d'eau et donc augmenter les précipitations. Et je veux juste souligner un exemple. Il y a en ce moment un programme à Oman actuellement qui est en cours, qui est réalisé par la compagnie des pluies australiennes. Ils ont réussi à utiliser cette technologie pour augmenter les précipitations pour les 2 dernières années, après avoir essayé pendant 5 ans. Et je pense que c'est une comparaison très intéressante avec le dessalement de mer. Parce que les quantités estimées justement à Oman pour augmenter les précipitations est comparable à la quantité d'eau qui pourrait être fournie aujourd'hui par la plus grande centrale de dessalement de mer dans l'hémisphère ouest qui est actuellement en train d'être construite en Californie. Donc les centrales de dessalement ça prend 38 000 kilowatts pour fonctionner, pour avoir autant d'eau. Et c'est 20 000 fois plus efficace justement de faire ces technologies de ionisation de l'atmosphère et beaucoup moins cher. Et ça, vous voyez sur cette carte les pays qui sont en train de développer ces technologies. Vous pourrez trouver des cas très particuliers avec les résultats de ces recherches. Et la conclusion de tout cela, j'ai pris la question de l'eau comme un cas d'étude finalement assez bref sur comment l'humanité finalement change son comportement pour entrer en cohérence, en concordance avec un processus d'ordre supérieur et ainsi changer ses ressources disponibles et permettre à un niveau de population de pouvoir se développer et même d'augmenter la capacité de soutenir plus de gens. Donc avec l'eau, c'est ce que nous voyons. Et quand on commence à réfléchir à ces principes galactiques, comprenant les principes qui déterminent les processus sur Terre, on peut utiliser ça pour aider, pour régler les problèmes de ressources en eau, en Californie bien sûr, mais ailleurs également. Et ça nous dit quelque chose de très important. Pour l'humanité, il n'y a aucune limite intrinsèque à la croissance. Ce qui rend l'espèce humaine distincte des autres espèces animales, c'est exactement ce type de processus d'action pour changer justement ces caractéristiques écologiques particulières. C'est un type d'action unique qui définit l'humanité. Ce type de changement, en changeant nos limites écologiques, et c'est nos limites, et la différence entre l'homme et l'animal. Et voilà comment l'homme crée le futur. Pour l'humanité, le futur, ce n'est pas simplement la fin du temps. C'est ce type de changement avec une génération, une nouvelle génération, qui crée un nouvel ordre de relations supérieures avec l'univers. Et c'est ça. Et chaque individu de l'espèce humaine a le droit intrinsèque d'avoir l'opportunité de participer à ce processus. Et refuser ça, refuser le développement créatif de l'espèce humaine est satanique. L'idée d'une croissance zéro de l'Empire britannique et du prince Philippe est anti-humaine. Ça refuse à l'humanité sa nature propre, ce qui la rend unique. Ça, c'est la question qui est sous-jacente, justement, qui aura lieu au sommet de Paris cet hiver. On doit rejeter la fraude de cette crise du changement climatique fabriquée par l'homme. Et au lieu de ça, adopter un programme massif de recherche scientifique au niveau galactique pour faire face aux ressources en eau nécessaires et s'élever à ce niveau nécessaire galactique. Un engagement, en fait, une collaboration internationale pour un progrès créatif sans fin, un développement sans fin et une croissance sans fin. Merci beaucoup.